Parfois, souvent, j'ai mal au monde, surtout depuis que je suis maman. J'ai 2 filles, et quand je vois leur environnement se dégrader, j'ai mal au monde. Mal pour les réfugiés climatiques, mal de savoir que nos sols deviennent stériles, que les abeilles disparaissent, et avec elles probablement les 3/4 de nos légumes et nos fruits. Mal de lire qu'en Chine, certains enfants ne savent pas que le ciel est bleu. Il est gris. Gris des pollutions de nos usines, de nos smartphones, de nos t-shirts. Mais comment accepter que pour un t-shirt, il y ait de la souffrance humaine, des cours d'eau pollués? Tout ça, ça me bouleverse. Je ne supporte pas. De me dire que le monde auquel je contribue, c'est ça. Alors, je me suis trouvé une mission dans la vie, sauver le monde. Rien que ça. Au quotidien, j'essaie d'agir et depuis près de 15 ans, je conseille des entreprises. Un coup, je m'enthousiasme pour les belles initiatives, je les propage. Un coup, je m'énerve quand je lis par exemple que Paris sous pic de pollution, c'est comme une pièce de 20 mètres carrés, fermée, avec 8 fumeurs à l'intérieur. Il y a des hauts et des bas. Et puis un jour, c'était il y a 2-3 ans, ma fille me dit au petit déjeuner, « Tu sais maman, j'ai un copain, il vient pas à l'école en ce moment. Il ne peut pas sortir parce que dehors, il ne respire pas. » Nous n'habitions pas Paris, c'était partout. J'ai eu envie de pleurer. J'avais honte. J'échouais. Ça continuait. Ça continuait et pendant ce temps-là, on se félicitait de tout un tas de trucs green, socialement responsables. On nous rabattait les oreilles avec la transition énergétique, la croissance verte, l'agriculture écologiquement intensive et même la 3e révolution industrielle. Mais moi, j'y croyais plus, aux solutions miracles. Alors ce matin-là, j'ai regardé mes filles et je me suis dit, ça suffit. Pendant près d'1 an et demi, j'ai fait des recherches. Je voulais savoir si c'était possible de sortir de ce système mortifère, en me disant que si je me rendais compte que c'était perdu d'avance, j'abandonnerais. J'ai creusé partout. Psychologie, comportement, sciences sociales, philosophie, nouvelles économies, écologie, design, communication. Et au final, j'ai trouvé des raisons d'espérer. Le sujet n'est pas simple, mais des leviers, il en existe plein. Alors j'en ai fait un livre. J'ai découvert au passage que toutes ces histoires de transition et de croissance verte, ça ne peut pas suffire. Et pire, parfois ça va dans le mauvais sens. J'ai découvert que le seul salut, c'est l'utopie. Alors, l'utopie, ce n'est pas un truc chimérique pour oublier la réalité. Je ne me suis pas réfugiée dans un monde hors sol, avec mes amis les bisounours. Non. D'ailleurs, étymologiquement, l'utopie signifie qu'il n'a pas de lieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir. L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, c'est juste l'irréalisé. Et c'est quoi mon utopie? Je veux un nouveau modèle de société. Une société où mon mode de vie ne nuit à personne, ni à ceux qui sont à l'autre bout de la planète, ni à mes voisins, ni à ceux qui viendront après. Une utopie, c'est radical, volontaire, optimiste. Mais bon, le monde dans lequel tu vis, ma cocotte, c'est pas un monde facile pour les utopistes. On y croise des cyniques, des conservateurs, des matérialistes. Cela te traite d'irréaliste, évidemment. Et puis, il y a ce sentiment profond d'impuissance. Souvent, j'entends « Mais avec ces politiques qui ne bougent pas, et puis toutes ces multinationales qui font pression, on ne peut rien faire. » Et puis, les gens, ils ne changeront jamais. T'as regardé leur caddie? Non, et puis, quand même, à vous, Sandrine. Tout ça, c'est un problème de riches, un truc de bobo. Évidemment, des gens comme ça, j'en croise plein. Alors, comment on fait pour continuer à y croire? Et surtout, comment on se débrouille pour la faire advenir, cette utopie? Eh bien, il n'y a pas de recette. Et pour cause, personne dans l'histoire de l'humanité n'a emprunté le chemin qu'on s'apprête à prendre. Alors forcément, on expérimente. Les premiers panneaux solaires, ils ne sont pas parfaits, on le sait, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à chercher. Rien n'est parfait, surtout pas au début. L'utopie, c'est pas cuicui les petits oiseaux. On se confronte au réel, on est pragmatique et on persévère.
On tâtonne, parfois on se plante, on improvise. L'utopiste n'a pas de préjugés sur les moyens d'avancer, pas de dogme. Par contre, sur l'objectif, il ne lâche rien. L'utopiste n'a pas de certitude, mais il a des convictions, de la détermination et de l'ambition. Prenons Interface, une entreprise de moquettes. Donc, beaucoup de matières premières, des déchets en quantité, de la colle toxique, bref. En 1994, Ray Anderson, le patron d'Interface, prend une décision incroyable. Il dit « En 2020, notre entreprise ne devra plus avoir aucun impact négatif sur l'environnement. Aucun, d'aucune sorte. » Il aurait dit « Transition, on réduit de 25%. » C'était bien déjà, et ça paraissait jouable. Non, il a dit « zéro impact ». En fait, une bonne utopie, effectivement, à première vue, c'est irréalisable. Irréalisable dans le système actuel. Irréalisable avec notre mode de pensée habituel. Pour tenter le zéro, il n'y a pas le choix. Vous devez sortir du cadre, casser les règles du jeu. Il faut innover radicalement. Et c'est ce qu'a fait Interface. Récupérer des pare-brises cassés pour faire de la moquette, inventer un nouveau système de pose sans colle, inspiré des geckos, ces petits lézards qui adhèrent au mur. Ils ont explosé toutes les frontières de leur métier. Et aujourd'hui, à 5 ans de l'échéance, ils ont déjà éradiqué 97% de leurs impacts. Derrière ces résultats, il y a un homme qui n'a rien lâché sur son utopie. Ray Anderson s'est dit « Un jour, les gens comme moi, on les jettera en prison. Je ne veux plus nuire. » En fait, Ray Anderson est un résistant. Derrière toute utopie, il y a cette énergie particulière, celle de la résistance. La résistance à un modèle établi, partagé, mais intolérable. Je vais prendre un deuxième exemple. Algopac, c'est une petite entreprise bretonne qui a inventé un plastique à base d'algues. Donc, plus besoin de pétrole, les mêmes propriétés. En bonus, pendant sa culture, l'algue séquestre le carbone, dépollue les océans. C'est énorme. L'industrie plastique peut être positive. Franchement, d'autres auraient pu y penser. Ce qui différencie son inventeur, Rémi Lucas, c'est son indignation. Il ne supporte pas que les océans crèvent, comme il dit, que ce soit des poubelles de déchets. C'est ça, le moteur de son invention. Ne doutons jamais de la légitimité de s'indigner. Alors on préfère le politiquement correct, la norme, pas sortir du rang, pas faire de vagues. Alors on nous fait croire que ça ne se fait pas. On nous regarde comme des empêcheurs de tourner en rond, des rabat-joie, des anti-progrès, traîtres à la cause. Mais bien sûr que ça se fait. La vigilance, l'autodéfense intellectuelle, la désobéissance civile si nécessaire, les hackers, ces pirates pour la bonne cause. Et quand on y réfléchit bien, l'histoire de l'humanité, notre histoire, s'est écrite avec des empêcheurs de tourner en rond qui ont remis en cause des modèles établis. Le droit d'être traité avec dignité et non pas fouetté en esclave. Pouvoir s'asseoir où on veut, dans un bus ou sur un banc, quelle que soit sa couleur de peau. Avoir le droit de vote quand on est une femme. Avoir son propre compte en banque. Les congés payés. Bon sang, ça nous paraît normal. Et pourtant, sans utopistes, rien de tout cela. Avec le recul, on se dit que c'était des fous, des héros, ceux qui défendaient ces utopies. Vous me direz, on n'est pas tous des Luther King, des Jean Moulin, des Simone Veil, mais ils n'ont pas réalisé leur utopie seuls. Il leur a fallu le soutien de héros ordinaires, des gens comme vous et moi, qui défendaient une évidence. Des évidences qui méritent d'être défendues, des choses essentielles. Aujourd'hui, il y en a plein. L'accès à l'eau potable pour tous, un air respirable, le droit de planter la graine qu'on veut et de la replanter sans payer de brevet, les forêts, les dauphins, la mixité, la diversité. On peut choisir sa cause. On peut aussi choisir son mode de résistance. Pendant la guerre, parmi les résistants, il y avait ceux qui se battaient, il y avait aussi ceux qui renseignaient les alliés, d'autres qui cachaient des gens. Aujourd'hui, il y a les manifs, les pétitions, les lanceurs d'alerte, le militantisme poétique.
les selfies pour sensibiliser à une mode éthique, les ateliers de réparation pour sauver les appareils en panne, autant de moyens différents de résister, de hacker le vieux modèle et de contribuer à l'utopie contemporaine. Chacun peut en prendre un bout, celui qu'il touche. Un jour, tu trouves le petit bout à défendre qui te fait vibrer, qui te donne l'envie, la détermination. Finalement, à chacun sa cause, chacun son désir, chacun sa petite résistance ordinaire. Au final, l'utopie, elle se réalise en ordre dispersé. Alors vous me direz, est-ce que tout ça, ça sert à quelque chose avec la puissance des lobbies? Eh bien, prenons un bon exemple de leur pouvoir et voyons si ça nous bloque. Tiens, les pesticides. On sait que c'est toxique. L'INSERM a établi un lien très clair avec plusieurs maladies. Il y en a dans la terre, l'air, l'eau. On en mange, des agriculteurs en souffrent. Et pourtant, en mars de cette année, une majorité de nos députés a voté oui aux pesticides. Oui à la prolongation de leur utilisation. On en a repris pour 10 ans d'empoisonnement légal. J'avoue, ça m'a énervée. Et puis, je me suis dit, on peut agir contre cette loi sans être hors la loi. Pulvériser du savon noir contre les pucerons, manger bio. Et puis, plein de magasins ont déjà retiré ces produits de leurs rayons. Même s'ils ont le droit de le vendre, leur poison, à un moment, il y aura plus grand monde pour leur acheter. Donc, plus d'intérêt économique. En fait, notre influence est immense. Quand on se déplace en covoiturage, transport en commun, à pied ou à vélo, on évite minimum 3/4 de CO2, de particules fines. Ceux qui arrêtent de manger de la viande, ils résistent à 60% de la déforestation. Si vous décidez d'acheter 4 fois moins de produits neufs, avec un peu de créativité, l'occasion, le partage, c'est 400% de matières premières en réserve. Honnêtement, tous ces choix, ça ne change rien au confort, ni même au plaisir. Ah si, ils changent de nature. Détourner, reprendre la main, réfléchir à ce qui nous fait vraiment du bien pour prioriser, s'y mettre à plusieurs, c'est même assez jouissif. Ok, on n'est pas tous des êtres parfaits et totalement cohérents, mais on peut tous faire 2-3 trucs. Et c'est ça qui peut tout changer, peu importe certaines décisions politiques. Les suffragettes, les premiers abolitionnistes, eux aussi, ils avaient affaire à des conservateurs. Ils n'ont pas attendu que ça vienne d'en haut. Ça ne vient jamais du haut. Et d'ailleurs, si c'était venu du haut, du temps de la ségrégation, le gouvernement de l'époque nous aurait probablement pondu un truc du genre ségrégation responsable ou transition ségrégationniste. Alors, blanc et noir, vous pouvez vous asseoir ensemble dans les bus, mais seulement le mardi et le jeudi. Ouais, c'est pas très glorieux. Alors que l'abolition de la discrimination raciale, c'était un progrès dans l'histoire de l'humanité. Ça donnait envie de se le tenter. Je ne dis pas que c'est mal la transition. Je dis que le moins pire, c'est culpabilisant, c'est pas sexy, et c'est totalement insuffisant. Vous pensez vraiment qu'une ségrégation soft, à moitié, ça nous aurait amené à l'égalité au final? Dans ségrégation responsable, il y a ségrégation. Dans croissance verte, il y a croissance. On n'est même pas capable de lâcher le vocabulaire. Comment voulez-vous qu'on lâche le modèle? Non, juste, on l'adapte, l'œil dans le rétroviseur, on entretient nos vieilles croyances, parce qu'il y a bien longtemps que l'emploi ne croit plus, mais on y croit. Alors que l'utopie, c'est page blanche. On regarde de l'autre côté, on invente sans état d'âme, même si ce n'est pas gagné. C'est un pari neuf, sans concession. On ne négocie pas avec ses valeurs. Si on doit renoncer à quelque chose, c'est au modèle, pas aux valeurs. Jean-Paul Sartre disait « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». J'ai mis du temps à comprendre cette phrase. Les périodes difficiles, c'est des occasions pour exercer véritablement notre liberté personnelle. On a des vrais choix à faire, des choix engageants, inspirants. Pendant la guerre, la résistance, au final,
c'est juste 2 à 3% de la population qui fait le choix de l'utopie. Une poignée d'individus s'est engagée en ordre dispersé. C'est devenu un mouvement et ça a changé l'histoire. C'est pareil aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on va se réveiller demain matin avec une révolution utopiste bien organisée, mais elle est en route. Et finalement, c'est une chance d'être adulte aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas facile tous les jours, mais on a cette opportunité historique de devenir des résistants, de défendre l'essentiel, de construire ce qu'il y aura de beau demain. On peut grandir en humanité. Pendant ce temps, nos enfants nous regardent. Ils apprennent que jamais on ne se résigne, qu'ils doivent exiger une vie magnifique, pas moins, qu'on ne négocie pas avec son humanité, qu'on ne lâche pas sur l'utopie. Car n'oublions pas que si nos évidences sont les utopies d'hier, les évidences de nos enfants et de leurs enfants ne peuvent être que nos utopies. Merci.